C'est l'heure de retrouver Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone et Gmar Hatima Tova. Gmar Hatima Tova. Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, vous avez été interpellée par un entretien d'Aymeric Caron où il affirme, je cite, que l'histoire actuelle de la Palestine, c'est l'histoire d'un peuple sacrifié par l'Occident pour expier ses péchés. Simone, vous lui avez répondu sur votre compte Instagram. Pourquoi d'abord avez-vous ressenti le besoin de reprendre à cette énième provocation, si j'ose dire, du député de la France Insoumise ? Oui, vous avez bien raison. Normalement, je ne prendrais pas la peine de répondre à ce genre de discours, et surtout pas à Aymeric Caron, mais cette version de l'histoire que Caron avance est de plus en plus relayée. Il faut être clair, ce qui est dit relève du révisionnisme historique pur et dur. Il s'agit de présenter l'histoire comme si l'État d'Israël avait été offert aux dépens des Palestiniens comme un projet colonial. Cette idée est non seulement fausse, bien sûr, mais elle efface complètement l'histoire du mouvement sioniste, et notamment le fait que, bien avant l'indépendance officielle, l'État d'Israël était déjà en cours de constitution. Le sionisme, en tant que mouvement nationaliste, est né à la fin du 19e siècle, vos auditeurs le savent, mais je le dis quand même, renforçant une continuité historique du peuple juif avec sa terre ancestrale. Il y a toujours eu des juifs en terre d'Israël, bien que leur présence ait fluctué en fonction des périodes historiques, des guerres, des révoltes et des migrations forcées. Nier cela, c'est nier toute l'histoire en réalité du sionisme. Et donc, Simone, il faut répéter que cette idée qu'Israël aurait été donnée aux Juifs par culpabilité après la Shoah par les Occidentaux est tout simplement fausse. Oui, complètement. L'État d'Israël n'a pas été donné aux Juifs après la Shoah. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le sentiment de culpabilité envers les Juifs n'était par ailleurs pas la priorité des nations européennes. Ce sentiment n'a commencé à émerger que... Ah bah vous avez ma fille derrière, mais bien plus tard. Et tout comme les peuples indiens et pakistanais n'ont pas eu besoin de perdre un tiers de leur population pour obtenir leur indépendance, le peuple juif aurait également obtenu son propre État après la guerre, non pas à cause de la Shoah, mais en raison du processus de décolonisation qui était en cours après la chute de l'Empire britannique. Israël a participé à ce mouvement de décolonisation comme d'autres pays à l'époque. Et que répondez-vous à l'idée selon laquelle personne n'aurait consulté les Palestiniens, idée qui est avancée toujours par Aymeric Caron, mais aussi par Rima Hassan? Alors également par Rima Hassan et par ailleurs beaucoup par des Palestiniens. C'est une affirmation qu'on entend effectivement de plus en plus, mais c'est bien sûr également faux. Les Arabes vivant en Palestine sous le mandat britannique étaient historiquement considérés comme faisant partie de l'ensemble du monde arabe, et non comme une entité palestinienne distincte. Cela a été reconnu par des porte-paroles arabes et des chercheurs. Le leadership arabe local représenté par des figures comme le grand moufti de Jérusalem et le comité arabe suprême a été impliqué, mais c'est activement opposé à la création d'un État juif. Les Nations Unies ont proposé un plan de partage en 1947, offrant donc 2 États, un pour les Juifs et un pour les Arabes. Les Juifs ont accepté ce plan, mais les dirigeants arabes l'ont rejeté. Ils ont choisi de résister par la violence qui a conduit à la guerre israélo-arabe en 1948. Dire que les Palestiniens donc n'ont pas été consultés n'est absolument pas vrai. Ils ont eu leur mot à dire, mais ils ont tout simplement refusé tout compromis. Et ce rejet arabe et palestinien a eu des conséquences? Oui, bien sûr, nous le savons, le rejet du plan de partage qui aurait permis à la coexistence de 2 États a eu des conséquences tragiques. Ce rejet n'a pas seulement été une opposition en plan spécifique, mais un rejet total de l'idée même d'un État juif. Cela a entraîné bien sûr la guerre, des déplacements, des populations et une souffrance, il faut le dire, pour les Palestiniens eux-mêmes. S'ils avaient par contre accepté ce compromis, l'histoire aurait pu être bien différente. Pourquoi considérez-vous, Simone, que cette réécriture de l'histoire a une portée philosophique et presque métaphysique? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une dimension plus profonde. La négation du sionisme ne se contente pas d'ignorer l'histoire du mouvement, elle prive aussi le peuple juif de sa conscience sioniste, de sa capacité à se percevoir comme acteur propre de son propre destin. Nier le sionisme, c'est replacer les Juifs dans une position où leur existence dépend finalement des décisions des autres nations, comme si leur destin était fixé par ceux qui donnent ou reprennent leurs intérêts en fonction d'une culpabilité ou pas.
Mais je vais nous dire autre chose. Cela prive aussi les Palestiniens de leurs responsabilités. Accepter le principe du partage en 1947 aurait exigé de dépasser des siècles de perceptions culturelles qui voyaient les Juifs comme inférieurs. Si les dirigeants arabes avaient réussi à dépasser cette idée et à ne pas s'appuyer sur leur supériorité démographique à l'époque, ils auraient accepté le plan de partage. L'établissement de l'État d'Israël n'aurait alors pas représenté ce qu'ils appellent aujourd'hui cette même question de responsabilité, la capacité d'assumer ses actes, reste pour moi un sujet fondamental, à la fois pour les Palestiniens eux-mêmes, mais aussi pour la manière dont nous, en Occident, et dont, par exemple, Émeric Caron en fait partie, abordons le conflit. Les Palestiniens ne sont pas des victimes passives, ne sont pas uniquement des bébés phoques. Et pour Israël ? Pour Israël, ce discours vise tout simplement à délégitimer l'État d'Israël depuis sa création. C'est pour cela que le chiffre de 48 devient de plus en plus, je l'ai vu dans des émissions télévisées que je l'ai fait à plusieurs reprises ces derniers jours, c'est la légitimité d'Israël elle-même qui est visée. Soyons clairs, le droit du peuple juif à l'autodétermination est un droit fondamental. Les Palestiniens ont également droit sur une partie du territoire entre le Jourdain et la mer. Cependant, leur droit ne prime pas sur celui des Juifs, tout comme le droit des Juifs sur cette terre ne prime pas sur celui des Palestiniens. Tant que certains continueront à voir la création d'Israël comme une espèce de péché originel et à rêver d'un retour des Palestiniens sur l'ensemble du territoire israélien, la paix là-bas sera impossible. Et ici, ce genre de discours doit être vu pour ce qu'il est, un discours révisionniste et dangereux. Simone, rediscuter de 1948, de la légitimité de l'État d'Israël, c'est une conséquence malgré tout complètement inattendue du 7 octobre. Notamment dans le débat public français. Vous avez parfaitement raison, le 7 octobre, on n'aurait pas pu s'attendre à cela. Mais c'est aussi, je pense, d'une certaine manière, ce qui bouillonnait en réalité depuis des années en dessous, c'est la réalité de mettre en question la légitimité même d'Israël, la légitimité même de l'identité juive, et c'est bien évidemment une catastrophe. Et je pense qu'il est absolument essentiel, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu répondre, de répondre à chaque fois, de ne rien laisser passer, parce que cet objectif n'a en réalité rien d'autre comme objectif, c'est d'effacer en réalité virtuellement Israël de la carte. Pour terminer, comment vous pouvez expliquer que des émissions de débat télévisées en France, je ne donnerai pas de nom, mais les auditeurs auront quelques idées sans doute en tête, puissent poser de manière assez régulière ce débat plutôt que par exemple quand on le faisait il y a quelques années encore sur les frontières de 67? Oui, je pense qu'il y a à la fois aujourd'hui un assaut par en réalité des discours extrêmement radicaux, mais pas uniquement côté palestinien, mais surtout au sein de la société française. Émeric Caron, encore une fois, en étant l'exemple parfait, et d'une certaine manière une très grande inculture aussi. Moi, j'étais frappée par le fait que dans ces émissions, en fait, on laisse passer les choses, qu'on connaît pas grand-chose à l'histoire, et quand vous parlez ensuite dans les coulisses et vous expliquez un peu l'histoire, en réalité, elle est assez peu connue. Et c'est par des gens qui se positionnent ou qui sont reçus comme des grands experts du Moyen-Orient. Alors, un petit problème technique avec Simone Rodan-Benzakel. On a perdu malheureusement la connexion. On me dit que c'est à la réalisation que malheureusement ça ne revient pas. On remercie